Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet assez pointu mais crucial. Les nouvelles perspectives pour le diagnostic des maladies génétiques rares. Bonjour. Oui, un domaine qui évolue très vite. Effectivement, l'idée, c'est d'explorer un peu ce qui se passe au-delà du séquençage de nouvelles générations, le fameux NGS, parce que, bon, on le sait, malgré les succès de l'exome et du génome, Hmm, plus de la moitié des patients, en fait, restent sans diagnostic moléculaire clair. C'est énorme. c'est tout à fait ça. L'exome, le génome, c'est puissant, on ne va pas le nier, mais on bute tous sur les limites. Certaines régions du génome, difficiles à couvrir correctement. Oui, les régions riches en GC, les répétitions. Exactement. Et puis la détection de certains variants, je pense aux variants structuraux complexes, ou même à certaines répétitions courtes, avec les lectures courtes classiques, c'est pas toujours évident. Sans parler de l'interprétation. Ah, le grand défi, hein. Les variants de signification inconnue, les VUS, on en a tous, et c'est compliqué. Surtout dans le non-codant, même avec le génome entier. Alors justement, comment on va plus loin? J'entends beaucoup parler des technologies de séquençage longue lecture, le Oui, LRS. alors ça, c'est une avancée majeure. Les technologies comme PacBio HiFi ou Oxford Nanopore, C'est ça. elles permettent de lire de très longs fragments d'ADN d'un coup. Et ça change pas mal de choses. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? D'abord, ça permet enfin d'explorer correctement ces fameuses régions répétitives. On pense aux expansions dans certaines ataxies spinocérébelleuses, par exemple. On peut aussi bien mieux voir et caractériser les variants structuraux complexes, les inversions, les insertions. D'accord. Et autre point fort, déterminer la phase allélique, c'est-à-dire savoir quels variants sont sur le même chromosome, hérités du même parent. C'est parfois crucial pour l'interprétation. Et au niveau des contraintes? Le coût, l'analyse, le coût diminue, clairement, mais ça reste plus cher que l'NGS short-read. Et surtout, l'analyse bioinformatique est encore en plein développement, même si ça progresse vite. D'accord. Et à côté du LRS, vous avez mentionné une autre approche, la cartographie optique du génome, OGM. C'est assez différent, non? Oui, tout à fait. Là, on ne séquence pas l'ADN base par base, on marque de très très longs fragments d'ADN, on parle de centaines de kilobases, Ah oui, énorme. hmm, et on les visualise par imagerie à haute résolution. Ça donne une sorte de carte du génome à grande échelle. Et ça sert à quoi principalement? Son point fort, c'est la détection des grands réarrangements structuraux. Tout ce qui dépasse, disons, 500 paires de bases. Les grosses délétions, duplications, les inversions, les translocations complexes. C'est un peu le successeur potentiel, ou en tout cas un complément très intéressant, aux caryotypes et aux puces à ADN CMA. Avec une meilleure résolution pour certains types de variants structuraux, si je comprends bien. C'est ça. Pour certains réarrangements, l'OGM peut être plus précis ou détecter des choses que les autres techniques voient mal. Mais j'imagine qu'il y a aussi des angles morts. Bien sûr, l'OGM ne voit absolument pas les variants ponctuels, les SNV, ni les petites insertions ou des lésions. Sa résolution a un seuil. Et puis, certaines anomalies comme les triploïdies ou des translocations très particulières peuvent être difficiles à caractériser. Et point crucial, il faut encore bâtir de grandes cordes de contrôle pour bien calibrer l'interprétation. Donc ça ne remplace pas tout. Non, absolument pas. Ça vient s'ajouter à la boîte à outils. Les techniques plus anciennes, ou disons plus ciblées, gardent toute leur place. Un bon vieux Sanger pour confirmer un variant familial, une PCR spécifique pour une expansion de triplé connu, une MSMLPA pour la méthylation. D'accord. Donc on a de meilleurs outils pour voir l'ADN. Mais vous le disiez, le gros défi, ça reste souvent l'interprétation, surtout face aux VUS. C'est là que les approches fonctionnelles entrent en jeu. Exactement. Et là, le RNA-seq, donc le séquençage de l'ARN messager, est devenu vraiment incontournable en deuxième, voire parfois première intention pour certains cas. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement? Plusieurs choses. D'abord, il permet de voir l'impact réel d'un variant sur l'épissage des gènes. Et ça, c'est très puissant, y compris pour des variants qui ne sont pas dans les sites d'épissage classiques, des variants introniques profonds, par exemple. Ah oui, ceux qu'on rate souvent en analyse d'exome standard. Voilà. Ensuite, ça permet de mesurer l'expression allélique spécifique. En gros, si on a un variant hétérozygote, est-ce que les deux copies du gène s'expriment au même niveau ou est-ce qu'une copie est sous-exprimée, voire pas exprimée du tout? Ce qui peut être très informatif pour un VUS. Tout à fait. Et enfin, on peut aussi chercher des niveaux d'expression anormaux, des gènes outliers ou des transcrits de fusion. C'est très prometteur, mais il y a le défi de l'accès aux bons tissus, non? Analyser le sang, c'est facile, mais si la maladie touche le cerveau... C'est le principal écueil. Le tissu pertinent n'est pas toujours accessible. Et puis, il y a une grande variabilité d'expression entre les individus, même sains. Il faut donc des cohortes de contrôle très solides, bien appariées en âge, en sexe, avec des protocoles standardisés.
C'est un vrai challenge logistique et analytique. Malgré ça, ça permet de résoudre des cas. Oui, oui, clairement. Plusieurs études montrent que le RNA-seq, surtout pour l'analyse de l'épissage et de l'expression allélique, apporte un gain diagnostique non négligeable pour les patients restés sans diagnostic après exome ou génome. Et au-delà du RNA-seq, il y a d'autres omics qui émergent. Oui, on pense notamment à l'épigénomique, avec l'analyse du profil de méthylation de l'ADN. Certaines maladies, des syndromes avec empreinte ou des troubles des modificateurs de chromatine ont des signatures de méthylation spécifiques. Ça peut aider à classer des VUS dans certains gènes ou même orienter le diagnostic. Comme pour les syndromes de Kabuki ou de Sotos. Par exemple, oui. Et puis il y a la métabolomique et la lipidomique. Là, on mesure les petites molécules, les métabolites, les lipides. C'est évidemment la clé pour les erreurs innées du métabolisme. Mais ça peut aussi fournir des pistes ou une validation fonctionnelle pour des variants trouvés en génomique. L'intégration génomique-métabolomique est une piste très intéressante. On voit que ça devient très complexe, avec une multitude d'outils et de données. Comment on gère tout ça en pratique, dans les laboratoires, pour les cliniciens? C'est une énorme question. Il y a deux stratégies qui me semblent essentielles aujourd'hui. La première, c'est la réanalyse systématique et périodique des données d'exome ou de génome. C'est-à-dire reprendre les anciennes analyses. Exactement. Les connaissances sur les gènes, les variants, les phénotypes évoluent tellement vite. Les bases de données sont mises à jour constamment. Réanalyser les données d'un patient quelques années plus tard, avec les outils et les connaissances actuelles, ça permet de résoudre un nombre significatif de cas supplémentaires. On parle parfois de 10, 15, voire 20% de gains diagnostiques. Et il y a des outils pour aider à ça? Oui, des outils bioinformatiques existent pour faciliter cette réanalyse, en intégrant les nouvelles informations sur les gènes, les variants, et même en essayant d'extraire plus finement les informations phénotypiques des dossiers patients. D'accord. Et la deuxième stratégie clé? La collaboration et le partage de données, c'est absolument fondamental, surtout pour les maladies rares. Personne ne peut tout savoir. Personne n'a assez de cas pour tous les gènes rares. Les plateformes comme Matchmaker Exchange? Précisément, ces plateformes permettent de connecter, de façon anonymisée et sécurisée, des cliniciens et des chercheurs qui travaillent sur des patients avec des phénotypes similaires ou des variants dans les mêmes gènes, mais sans diagnostic clair. Ça a permis d'identifier des centaines de nouveaux gènes responsables de maladies rares ces dernières années. Et le partage dans des bases comme ClinVar aussi, j'imagine? Essentiel. Partager les interprétations de variants, c'est crucial pour progresser collectivement. Bien sûr, il y a des défis de gouvernance, de régulation, mais la tendance est clairement au partage structuré et standardisé. L'intelligence artificielle a aussi un rôle à jouer là-dedans, non? Pour analyser les photos faciales, les dossiers médicaux. Oui, l'IA commence à montrer son potentiel, que ce soit pour aider à la reconnaissance de syndromes via l'analyse faciale ou pour extraire et structurer l'information phénotypique complexe cachée dans les textes des dossiers médicaux électroniques. Mais avec des précautions à prendre. Toujours. Il faut être très vigilant aux biais potentiels dans les algorithmes, notamment les biais liés à l'origine ethnique des populations sous-représentées dans les bases de données d'entraînement. D'où l'importance d'avoir des bases de données de référence génomiques et phénotypiques de plus en plus diversifiées. Donc si on essaye de synthétiser, on a de nouveaux outils comme le LRS et l'OGM pour mieux voir le génome, surtout les régions et variantes difficiles, et on a les approches fonctionnelles, RNA-seq en tête, pour aider à interpréter ce qu'on voit, notamment les VUS. C'est une bonne synthèse, oui. Et les clés pour maximiser les chances de diagnostic, c'est de réanalyser régulièrement les données et de collaborer, de partager l'information. Exactement. Le défi maintenant, c'est vraiment l'intégration de toutes ces données. Comment combiner intelligemment les informations génomiques, transcriptomiques, peut-être métabolomiques et bien sûr cliniques pour un patient donné. Ça demande des approches d'analyse multi-omiques intégrées. Et il y a aussi les défis de la validation clinique rigoureuse de ces nouvelles approches et bien sûr la question du coût et de l'accès équitable. Absolument. C'est tout l'enjeu pour l'avenir. Ce qui m'amène peut-être à une question un peu ouverte pour nos collègues qui nous écoutent. Allez-y. Face à cette complexification rapide, cette avalanche d'outils et de données, comment on adapte concrètement nos parcours de soins? Comment on intègre ces approches multi-omiques de façon judicieuse dans la pratique clinique quotidienne, sans se noyer dans la complexité, tout en gérant l'incertitude qui reste souvent importante? Et le tout, bien sûr, dans un contexte de ressources qui, elles, ne sont pas infinies. C'est, je pense, le grand défi des années à venir pour la génétique clinique.